Bonjour, chers clients. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation fonctionnelle des nouveautés de la gestion commerciale et de la comptabilité. Donc, je serai en interaction avec M. Sow Alassane et sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous permettre de suivre avec moi donc la démonstration fonctionnelle. Voilà. Là, bon, on va commencer par la partie comptabilité avec quelques points donc, concernant la partie sécurité avec des nouveautés fonctionnelles qui concernent aussi bien la comptabilité et la gestion commerciale. Donc, quand on parle de sécurité, donc aujourd'hui, on a la création en masse des utilisateurs de la comptabilité, donc que ce soit de la compta ou bien de la gestion commerciale. Donc, nous allons revenir sur ce point. Il y a également une nouveauté vraiment importante donc, qui concerne la traçabilité. Donc, la traçabilité, quand on dit traçabilité, bien sûr, c'est le fait de pouvoir suivre tout ce qui est modification dans la gestion commerciale et la compta, mais également les suppressions de données. Donc, on va commencer par la création en masse des utilisateurs. Aujourd'hui, ce qui se faisait à travers la compta et la gestion commerciale, si on a un nouveau utilisateur, on venait au niveau des utilisateurs, donc la création des utilisateurs. À partir de l'option nouveau, on crée les nouveaux utilisateurs. Aujourd'hui, donc, étant donné qu'on a la possibilité de le lier à des comptes Windows, donc quand on parle de comptes Windows, c'est les utilisateurs qui sont dans le domaine de la société. Et à partir de cet onglet, on a la possibilité de rattacher directement nos identifiants, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont dans le domaine. Donc, quand j'ai des utilisateurs dans le domaine, il suffit juste de taper le nom de l'utilisateur, de faire vérifier. Par exemple, moi, j'ai tapé comme nom Fatou et là, il va me donner l'ensemble de mes collaborateurs donc, qui sont dans le domaine HPC. Et à partir de là, je pourrais sélectionner les utilisateurs que je veux créer, faire ajouter et il me la rajoute. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Je peux ajouter également d'autres utilisateurs. Je vais faire vérifier et automatiquement, il me renseigne le nom de l'utilisateur, l'adresse mail et je clique sur OK. Donc là, j'ai un message qui apparaît, donc il me demande de confirmer la création, donc l'import de ces comptes qui sont dans le domaine. Voilà. Et bien sûr, il fait bien sûr le contrôle des licences, c'est-à-dire du nombre d'utilisateurs donc qui doit être créé. Donc je suis sur une licence de 8 salariés. Voilà. Et là, automatiquement, j'ai mes utilisateurs Windows, donc qui sont créés directement et puis liés au compte. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sécurité supplémentaire qui a été rajoutée. L'utilisateur, non seulement a besoin d'être dans le domaine de l'entreprise pour pouvoir se connecter à la base de données, en plus maintenant d'avoir son compte utilisateur et le mot de passe. La même chose également si vous êtes sur Office 365, on a la possibilité, quand on clique sur les comptes Office, le système lit automatiquement les salariés, donc disons les collaborateurs, qui ont des comptes Office 365 et qui sont dans l'entreprise. Automatiquement, on a la liste n'est pas exhaustive. Et à moi de sélectionner mes utilisateurs que je veux créer, si j'en ai 2, 3, à moi de les sélectionner, de faire OK, et il va me créer également ces utilisateurs-là. Donc, je vais désactiver quelques utilisateurs. Voilà. Vous voyez, donc là, mes utilisateurs sont créés à partir de mes comptes Office. Là, vous avez le type de compte, donc mes comptes Sage donc, qui ont été créés automatiquement et mes comptes qui sont liés à Office 365 et à Windows. Là également, vous avez les adresses mail qui sont récupérées automatiquement à partir de ces informations-là pour vous permettre d'avoir ces utilisateurs créés automatiquement. Donc, après la création en masse de ces... Par contre, avant de passer à un autre point, là, j'ai la possibilité de faire une modification. Donc, rien ne m'empêche de double-cliquer sur le salarié, par exemple, l'utilisateur Windows, de renseigner son adresse mail, de continuer, bien sûr, avec les autorisations d'accès, donc, comme ce qui se fait en standard, de continuer avec la gestion des autorisations d'accès. Merci beaucoup, Madame Dienne, pour ces précisions. Donc, effectivement, donc, vous nous confirmez qu'aujourd'hui, donc, nous avons la possibilité, quand nous avons une application Sage, de ne plus être là à saisir des utilisateurs. On peut juste se connecter effectivement sur l'Active Directory. Donc, je ne sais pas, tout le monde a la connaissance de l'Active Directory, c'est l'annuaire de l'entreprise. Aujourd'hui, comme vous le savez, quand je me connecte au niveau de l'entreprise, il me demande un compte utilisateur et un mot de passe.
Donc là, si l'entreprise a un domaine, bien sûr, c'est pas une obligation. Donc, je pourrais effectivement, moi, en tant qu'administrateur, je n'ai plus besoin de pouvoir venir saisir le nom des utilisateurs. Donc, je peux aller juste me connecter sur l'annuaire et essayer de rapatrier les utilisateurs à qui je veux donner l'accès. L'autre aspect qui est très important aussi, ça sécurise un tout petit peu le système d'information parce que ça confirme que tout utilisateur qui ne fait pas partie de l'entreprise ne pourra pas se connecter effectivement au niveau de l'application. Merci beaucoup, Madame Diène, pour ces précisions. Donc, Madame Diène, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à l'optimisation de la comptabilité, c'est que selon vous, quelles sont les nouveautés qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'on gagne du temps? J'ai entendu parler de la calculatrice intégrée, j'ai entendu parler des charges à répartir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de nous expliquer en quoi, aujourd'hui, ces nouveautés-là nous permettent de gagner du temps dans la compta? Voilà, donc il y a bien sûr des nouveautés fonctionnelles qui nous permettent aujourd'hui de gérer l'optimisation à travers le traitement. Donc, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la calculatrice intégrée. Donc, quand on dit calculatrice intégrée, c'est bien sûr au niveau du journal de crédit. Donc là, moi, je vais me positionner sur un journal. Voilà, donc je prends mon journal au hasard, donc je prends le journal SGBS. Et là, à partir d'ici, j'ai la possibilité, donc à partir de la colonne débit ou crédit, de saisir directement une formule de calcul. Donc là, on va essayer de saisir donc, en référence, je vais mettre le compte fournisseur. Donc, je vais prendre 185, test webinaire. Voilà. Et à partir d'ici, par exemple, j'ai la possibilité de mettre ma formule de calcul en faisant juste égal, de taper, c'est juste en guise d'exemple, hein, je tape quelque chose juste, de faire une multiplication au besoin, multiplier, par exemple, si je dois calculer, par exemple, la TVA, disons, de mettre la valeur et puis de taper. Et à partir de là, je fais juste enregistrer et le système me calcule automatiquement le montant donc, qui a été saisi à travers la formule de calcul. Donc, ce qui peut rester aujourd'hui un gain de temps, au lieu d'utiliser la calculatrice en extra pour faire le calcul, on a la possibilité directement, à partir des colonnes débit crédit, de saisir la formule de calcul directement à partir de là. Merci beaucoup, Madame Diène. Est-ce que cette façon de calculer, c'est juste valable au niveau de la comptabilité, aussi c'est aussi valable au niveau de la gestion commerciale? Donc, c'est sur les deux parties. On a la gestion commerciale, donc à travers le calcul de la quantité et des montants. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diène. Tout à l'heure, on a parlé aussi des nouveautés, c'est-à-dire qu'au niveau sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, moi, en tant que, comme on appelle, directeur financier ou chef comptable, à chaque fois que j'ai besoin de faire une sauvegarde de ma base, parce que je dois faire des travaux et j'ai envie de faire une sauvegarde, je suis tout le temps obligé d'interpeller l'informatique pour leur demander de venir me faire la sauvegarde et qu'après, quand je dois restaurer aussi, je les interpelle pour qu'ils me restaurent la base. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui me permet désormais, en tant que chef comptable, bien sûr, suivant la procédure qu'il va mettre en place, de pouvoir faire une sauvegarde de ma base sans pour autant être obligé d'interpeller l'informatique pour qu'il le fasse? Vous avez parlé d'une nouveauté assez intéressante aujourd'hui, que ce soit dans la compta ou bien la gestion commerciale. C'est l'autonomie donc qui a été donnée aux utilisateurs de ces logiciels de faire eux-mêmes leur sauvegarde. Donc, au lieu de dépendre disons, du service informatique, on a besoin de faire la sauvegarde de notre base de données. L'option nous est donnée maintenant à partir de l'onglet outils, de venir directement sur outils. Donc, à partir de l'outil, on a la possibilité maintenant de sauvegarder notre société. Donc, la sauvegarde de la base de données. Donc, je clique sur sauvegarde de la base de données. Donc, j'ai automatiquement l'assistant de sauvegarde qui s'affiche et qui me permet de faire la sauvegarde de ma base de données. Bien sûr, là, je suis connecté sur ma gestion commerciale. Il va nous donner, bien sûr, les utilisateurs connectés sur la gestion commerciale. Mais il me donne également la possibilité de poursuivre sans pour demander aux utilisateurs de la gestion de se déconnecter. Donc là, je vais faire poursuivre et je fais suivant. Voilà. Et à partir de là, il se connecte sur le serveur SQL, donc de la base de données, va lire le nom de la base, donc la base HPC démo, donc le nom de sauvegarde, il va récupérer automatiquement le nom de la base et la date de sauvegarde. Rien ne m'empêche, moi, aujourd'hui, de rajouter des éléments qui me permettront de mieux identifier la base qui a été sauvegardée.
Voilà. Et là, on a le chemin de sauvegarde. Il a sauvegardé dans le programme file, Microsoft SQL. Voilà, le chemin est là jusqu'à backup. Et c'est le répertoire de sauvegarde de la base. Et là, il me dit, confirmez-vous le traitement. Donc, je fais oui. Et je clique sur fin. Et donc là, voilà. Donc, ma base a été sauvegardée. Il me met base sauvegardée, sauvegarde terminée. Et là, je clique sur OK. Donc là, il vient de me faire la sauvegarde de ma base, donc comptabilité et gestion commerciale, et me donne en même temps le répertoire de sauvegarde au besoin pour la partie restauration. Bien sûr, la sauvegarde est disponible, mais on a également la possibilité de restaurer de la même manière. Merci beaucoup, Madame Diène. Juste pour préciser aussi que toutes ces manipulations, bien sûr, ne sont pas à la portée de tous les utilisateurs. Bien sûr que pour pouvoir faire une restauration et une sauvegarde, il faut avoir le droit au niveau de la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'informatique et le directeur financier doivent tomber d'accord sur quelles sont les personnes ou bien quelle est la personne habilitée à pouvoir faire la sauvegarde, parce que n'importe quel utilisateur n'a pas la possibilité de pouvoir faire ces manipulations qui sont un tout petit peu très importantes. Madame Diène, tout à l'heure, on a parlé aussi de la traçabilité. Aujourd'hui, comment je fais pour savoir c'est tel utilisateur qui a modifié telle écriture ou bien qui a supprimé telle écriture au niveau de ma base comptable? Voilà, donc là, on était tout à l'heure de sur la comptabilité, donc on va voir par rapport à la gestion commerciale. Donc, tout en précisant que c'est une option qui est disponible sur la gestion commerciale, aussi bien sur la gestion que sur la comptabilité. Donc, toujours à partir de l'onglet outils, j'ai historique des modifications et suppressions qui est disponible maintenant. Donc, en cliquant dessus, là, voilà, vous avez l'écran d'historique des modifications et suppressions qui s'affiche. Voilà. Et tout à fait à gauche, vous avez l'ensemble des éléments donc, sur lesquels on peut vérifier l'historique. Donc, quand je viens sur article, donc là, je vais prendre tout plutôt. Donc, là, par exemple, j'ai des modifications qui ont été effectuées sur les articles, sur les lignes de documents, et j'ai l'utilisateur qui a eu à faire ces modifications-là, bien sûr. En termes que je me suis connecté en tant qu'administrateur, il me donne comme nom d'utilisateur administrateur. S'il y avait d'autres utilisateurs également, on les verrait à partir de la traçabilité. Et j'ai l'article qui a été modifié. Par exemple, là, il me dit que j'ai fait des modifications sur l'article 1301. L'ancienne valeur, voilà. Donc, la valeur qui a été modifiée, le prix de vente. Sur l'autre article également, j'ai eu à modifier le prix de vente. Même chose pour en ligne de document. Il me donne le numéro de la page concernée, l'article donc concerné et également la quantité. Voilà, et puis l'ancienne valeur. Maintenant, pour aller plus loin, par exemple, si je suis sur l'article, j'ai la possibilité de faire un clic droit, consulter l'élément sélectionné, ou bien de double-cliquer sur la ligne qui a été historisée pour ouvrir l'article et vérifier la nouvelle valeur saisie. Par exemple, là, j'ai sur ancienne valeur, la valeur est de 299, 299. Voilà, donc j'étais juste par rapport à l'ancienne valeur. Donc, si je double-clique sur l'article ou bien la ligne d'historique, j'ai la possibilité de visualiser l'ancienne valeur qui a été modifiée et la nouvelle valeur qui a été saisie. Donc, même chose aujourd'hui sur la partie comptabilité. Donc, toujours à partir du menu outils, on a l'historique des modifications et des suppressions. Et là, c'est les tables qui vont changer. Là, j'ai les écritures comptables, les banques et les sociétés. Et bien sûr, avec les mêmes éléments, l'identifiant, donc concerné la date de modification du numéro de pièce et les anciennes valeurs. Donc, si j'ai plusieurs modifications sur une écriture comptable, là, il va me donner bien sûr le tiers, j'ai eu à modifier le tiers, j'ai eu à modifier le numéro de facture et le montant. Voilà. Et là, sur type également, quand vous voyez qu'il y a le petit crayon, ça veut dire que c'est une modification. Quand il y a la croix, ça veut dire que c'est une écriture qui a été supprimée. Pour répondre à votre question, M. Sow. Merci beaucoup, Madame Diène. Donc, c'est très clair et effectivement, cette fonctionnalité de traçabilité nous permettra d'être plus rassurés, en tout cas, sur les modifications, dans la mesure où aujourd'hui, quand on a deux utilisateurs qui travaillent dans un même journal, c'est très compliqué des fois s'il y a des modifications qu'on puisse savoir qui a procédé à la modification. Toujours pour rajouter par rapport à la traçabilité. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a des dates de début, dates de fin. Le logiciel nous donne également la possibilité, donc si par exemple on a des traçabilités qui datent, disons, depuis 2001,
on a la possibilité de procéder à la purge des historiques. Donc, bien sûr, en renseignant une date limite. Par exemple, les anciennes historiques, on a la possibilité de pouvoir copier l'historique, de le coller sur Excel et puis de procéder à la purge, donc en ayant toujours une sauvegarde des modifications qui ont été effectuées. Absolument. Donc, je confirme effectivement avec la traçabilité. Donc, aujourd'hui, pour augmenter les performances effectivement de mon système, j'ai peut-être besoin de pouvoir archiver les traçabilités, par exemple, de l'année dernière, de pouvoir les garder quelque part, de ne pas les supprimer, de les garder quelque part et de purger la base. Merci beaucoup, Madame Diène. Madame Diène, j'ai aussi une question très importante. Aujourd'hui, par rapport à mes écritures comptables, je me rends compte que aujourd'hui, j'ai des utilisateurs, mais j'ai pas envie que ces utilisateurs-là puissent, par exemple, voir ou bien accéder à certains types de journaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je ne parle pas des journaux seulement de type trésorerie, je parle de tous les journaux, que ce soit les journaux de salaire. Par exemple, j'ai mes écritures de salaire qui sont très confidentielles et je n'ai pas envie que moi, certains utilisateurs puissent accéder à ce journal de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des nouveautés, nous avons la possibilité de gérer cette contrainte? Oui, bien sûr. Donc, à partir des nouvelles versions, aujourd'hui, on a la possibilité de procéder à la protection de nos journaux. Par exemple, les journaux qui sont assez confidentiels dans notre base de données. On a la possibilité de restreindre l'accès par rapport aux différents utilisateurs et de protéger le journal. Donc, si je prends le cas, par exemple, du journal achat, juste en guise d'exemple, j'ai maintenant l'option protéger le journal qui est désormais disponible et qui nous permet disons, limiter l'accès par rapport à ce journal-là. Donc là, on va prendre le cas de deux utilisateurs. Donc, j'ai un utilisateur lambda, donc, qui veut se connecter dans ma comptabilité. Donc là, je vais me déconnecter moi en tant qu'administrateur et puis me connecter en tant que famille. Donc là, je vais réouvrir ma base de données. Voilà, donc prendre l'utilisateur à lui. Donc là, je vais saisir son mot de passe. Voilà. Excusez-moi, donc là, je vais revenir sur l'ouverture. Donc, voilà, je pense que j'avais désactivé. Donc là, actuellement, donc, vous êtes en train, et tu es en train effectivement de nous expliquer comment protéger effectivement un code journal. Effectivement. D'accord. Moi, en tant qu'administrateur, au niveau de mes droits, donc je décide de protéger le journal achat. Donc, on vient juste vérifier notre utilisateur. Voilà, donc l'utilisateur. Voilà. Donc, j'avais désactivé tout à l'heure, donc je l'active. Voilà. Je vais juste désactiver ce qu'on utilisateur. Là, on va se connecter avec ce profil d'utilisateur. Très bien. Donc là, on change d'utilisateur. Voilà. Et ouvrir notre base. Donc, en se connectant effectivement avec l'utilisateur Fabi, nous allons vérifier concrètement est-ce que cet utilisateur-là a accès effectivement aux journaux sur lesquels on a demandé une protection. Je mets le mot de passe. Bien sûr, avec le renforcement de la sécurité, comme vous êtes en train de le voir. Donc voilà, donc ça permet aujourd'hui de mieux sécuriser en tout cas les applications au niveau de Sage. C'est bon. Donc si vous vous souvenez, donc j'avais fait une protection sur le journal achat. Donc je reviens sur ce profil et là, par exemple, je vais essayer d'ouvrir le journal achat et automatiquement, j'ai un message qui s'affiche pour me dire que le fichier d'exécution est protégé par l'administrateur de la base. Maintenant, rien ne l'empêche cet utilisateur-là de se connecter sur les autres journaux. Donc, c'est juste que la restriction a été opérée sur un journal, donc bien spécifique, et que l'accès lui a été interdit par rapport à ce journal. Très bien. Merci beaucoup, Madame Diène Fadbintou. Donc, en fait, si vous regardez bien dans les anciennes versions, donc nous avions la possibilité d'interdire effectivement les journaux de type trésorerie. Maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, nous avons la possibilité de pouvoir interdire tout type de journaux qui est utilisé au niveau de l'application. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Fadbintou, nous avons aussi envie de comprendre, tout à l'heure lors de la présentation, donc j'ai parlé un tout petit peu des contrôles de champ. Aujourd'hui, je parle sur la partie gestion commerciale ou même sur la partie comptabilité. J'ai envie, par exemple, à chaque fois qu'on m'enregistre une facture, j'ai envie aujourd'hui que l'utilisateur
un devis du moins, que l'utilisateur puisse renseigner par exemple soit la date de livraison, soit renseigner par exemple le représentant, ou bien même renseigner une date de validité du devis. Aujourd'hui, comment je peux effectivement mettre en place une solution de contrainte qui me permettra de pouvoir garantir qu'effectivement que ces champs-là sont renseignés au niveau de du système. Voilà, donc aujourd'hui, si on prend le cas de la gestion commerciale, donc on peut saisir un devis donc, qui a normalement une date de validité, ou bien, par exemple, on a un bon de livraison et on doit renseigner la date de livraison, donc il y a un élément obligatoire pour le suivi de cette livraison. On n'avait pas la possibilité de bloquer ou bien de rendre obligatoire la saisie de ces champs. Maintenant, nous avons la possibilité, à partir des paramètres société, donc à partir de la personnalisation saisie, de double-cliquer et puis de gérer maintenant le contrôle par rapport aux champs, donc que ça soit sur les documents de vente, les documents d'achat ou bien les documents de stock. On a la possibilité en en-tête de documents ou bien en ligne de documents de pouvoir opérer un contrôle donc par rapport aux éléments. Donc aujourd'hui, que ça soit par rapport aux informations libres, ou bien par rapport à la date de livraison, ou bien référence de représentant, on a la possibilité de gérer le contrôle. Donc, à partir du contrôle, là, on a la possibilité juste d'avoir l'alerte, c'est-à-dire le système nous alerte sur le fait que l'information n'a pas été renseignée, ou bien de rendre le champ obligatoire. Donc, ce qui veut dire que si l'information n'est pas saisie sur ce champ-là, on ne peut pas valider le document. Donc, si on prend le cas, par exemple, on va rendre obligatoire, disons, on va mettre juste l'alerte par rapport à la date de livraison, faire le test. Donc là, je vais revenir sur traitement, mes documents de vente. Là, on va faire un devis. Je vais faire un nouveau devis. Pour import, je sélectionne un client au hasard. Je fais exprès de ne pas renseigner la date de livraison. Là, je clique sur valider. Donc, sur contrôle de saisie, on avait mis l'alerte sur ce champ-là automatiquement. Donc, en cliquant sur valider, j'ai l'alerte qui s'affiche pour me dire que le champ date de livraison est recommandé. Là, j'ai la possibilité de cliquer sur corriger pour renseigner l'information ou bien de cliquer sur ignorer. Donc, je vais faire ignorer. Voilà. Et là, vous voyez, rien ne m'empêche de continuer à faire le devis du client sans pour autant renseigner ma date de livraison. Voilà. Donc, même chose si on revient toujours sur les paramètres société. Là, on va rendre le champ obligatoire. Donc, toujours sur les paramètres. Là, sur au lieu d'alerte, on va le mettre à obligatoire. Et là, si je fais toujours un nouveau devis, peu importe le document, donc ça peut être une facture ou un devis, un bon de commande, ça dépend. Donc, là, toujours un client au hasard, je fais valider. Et là, il me met la saisie du champ date de livraison obligatoire. Là, je n'ai pas la possibilité d'ignorer ni d'avancer. Donc, je suis obligée de venir renseigner ma date de livraison avant d'avancer. Donc, je clique sur OK. Et là, vous verrez que ce champ-là est grisé. Tant que ma date de livraison n'est pas renseignée, je ne peux pas valider l'ordre de document pour continuer à faire le document de vente. Donc là, je vais mettre la date de livraison, valider, et à partir de là, j'aurai la possibilité de pouvoir continuer à établir mon devis. Merci beaucoup, Madame Diène. Donc, pour confirmer effectivement qu'avec cette fonctionnalité, nous avons la possibilité maintenant d'avoir des documents de vente qui sont renseignés avec les informations utiles et importantes. Et là, on a juste pris l'exemple de la livraison, mais on peut aussi ajouter des informations libres pour dire, par exemple, voilà, j'ai besoin, par exemple, que telle information, comme la date, par exemple, de validité du devis, puisse être effectivement renseignée. Merci beaucoup, Madame Diène, par rapport à ces précisions. Par contre, Madame Diène, en regardant aussi par rapport aux nouveautés, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines fonctionnalités qui nous permettaient, par exemple, de gagner du temps. Je donne un exemple. Je suis comptable. À la fin de l'exercice, j'ai besoin, par exemple, d'exporter des écritures. J'ai besoin, par exemple, de prendre un journal, de pouvoir envoyer, par exemple, à mon cabinet d'expertise, donc les écritures comptables, par exemple, du journal de trésorerie ou les écritures comptables d'un autre journal. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui me permet de pouvoir gérer ceci sans pour autant être obligé d'utiliser des fonctionnalités comme les exports de grands livres ou quelque chose comme ça? Voilà. Donc, comme vous l'avez dit avant, donc pour donner ces informations à un tiers, on est obligé de venir sur État, passer par le grand livre des comptes, ou bien les balances, ou bien l'édition du journal, donc on l'exporter sur Excel, donc pour pouvoir utiliser cette information. Donc, désormais, à partir du menu traitement, il suffit de venir sur le journal de saisie.
voilà, de double-cliquer sur le journal concerné. On va prendre par exemple le journal vente, peu importe. Et là, j'ai la possibilité de faire un clic droit, sélectionner tout, ou bien juste sélectionner les éléments que je veux avoir. Donc, nous, dans notre cas, on va présélectionner. De faire un clic droit à partir de mon clavier au contrôle C, ou bien un clic droit, copier les éléments sélectionnés. Donc, une fois que je fais cette copie, j'ai la possibilité de venir sur Excel, donc sur un classeur Excel, peu importe, et puis de coller la formule, ou bien à partir de CTRL V. Et directement, à partir d'ici, voilà, donc j'ai l'ensemble de mes écritures liées au journal, donc qui est disponible, voilà, et qui me permet maintenant de faire le contrôle ou bien de l'envoyer, voilà, avec le besoin. Merci beaucoup, Madame Dienne, pour cette fonctionnalité effectivement de copier-coller qui peut effectivement alléger le travail, surtout au niveau des traitements, surtout parce que cette fonctionnalité aussi, bien entendu, existe bien sur la compta, mais aussi existe bien sur la gestion commerciale. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dienne. Nous avons aussi une demande qui est assez fréquente parce qu'au niveau des modifications, je suis un comptable. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé sur un journal alors que ce n'était pas le bon journal. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fonctionnalité simple qui me permet juste de pouvoir faire un transfert de toutes les pièces d'un journal vers un autre sans pour autant être contraint de pouvoir utiliser, par exemple, l'ancienne fonctionnalité qui consistait à ouvrir les deux journaux et de faire du glisser-déposer. Voilà. Donc, bien sûr, donc l'ancienne fonctionnalité, c'était d'avoir, par exemple, j'ai saisi sur le journal achat, alors qu'en réalité, je devais saisir sur le journal audit, disons. Voilà. Donc, l'ancienne méthode, c'était de venir copier ces éléments et de procéder par la méthode glisser-déposer, donc pour envoyer les écritures du journal achat vers le journal audit. Maintenant, on a juste la possibilité, on a la possibilité directement, à partir du journal achat, de sélectionner l'écriture concernée directement. À partir du bouton Action, j'ai la possibilité de cliquer sur Exoner, annuler ou transférer les éléments sélectionnés. Et quand je clique dessus, donc tout va se passer sur cette fenêtre avec trois options: transfert d'une pièce vers un autre journal, annulation d'écriture ou bien l'exome d'une pièce. Donc, nous, on va transférer l'écriture donc, du journal OD du journal achat du mois vers le journal OD. Et là, à moi de sélectionner la période concernée. Donc, là, je suis sur la période du mois de février 2019. Donc, je vais me mettre sur le mois de février du journal OD. Voilà. Donc, je vais me mettre sur le journal OD. Voilà. Et là, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est de cocher, supprimer les écritures d'origine. Parce que si la case là n'est pas cochée, donc ce qui veut dire qu'on aura les écritures en doublon, donc au niveau des deux journaux. Et là également, étant donné que sur le journal achat, j'avais l'analytique donc qui est rattaché, voilà l'écriture, le compte qui est en bas. Ça veut dire que l'analytique a été effectuée sur ce compte-là. Bien sûr, il faudrait qu'il me fasse le contrôle, bien sûr, sur le journal de destination si le journal autorise la saisie analytique. Voilà, les deux options cochées, je clique sur OK. Voilà, bien sûr, cette opération est irréversible. Souhaitez-vous continuer le traitement? Je fais oui. Voilà. Et là, vous voyez que sur le journal du mois de février, j'ai plus les écritures dans ce journal-là. Mais si je reviens sur le journal OD du mois de février, voilà, j'ai mes écritures qui sont ici, avec bien sûr l'analytique donc, qui a été récupérée, la ventilation analytique qui a été récupérée. Merci beaucoup, Madame Dienne, pour cette nouvelle fonctionnalité qui permettra effectivement un gain de temps considérable. Madame Dienne, nous sommes confrontés aussi à une problématique, c'est lors des reports à nouveau. Aujourd'hui, quand je fais un report à nouveau, donc si mes écritures sont lettrées, je suis obligé de délettrer toutes les écritures, de supprimer mon journal de report à nouveau, pouvoir refaire à nouveau le report à nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité de report à nouveau a été optimisée au niveau de la nouvelle version? Oui, donc ça a été vraiment optimisé. Parce qu'avant, si j'avais, par exemple, je suis à cheval sur l'exercice 2019 et l'exercice 2020. Donc, après avoir fait, disons, le report à nouveau sur l'exercice 2020, je me suis rendu compte que sur 2019, j'ai une écriture donc, concernant un fournisseur ou bien un client, peu importe, donc, qui doit être modifiée. J'ai la possibilité, au lieu de supprimer
pour le journal rapport à nouveau de 2020. Par exemple, si je viens sur les journaux de saisie, donc j'ouvre le journal de rapport à nouveau, voilà, de janvier. Donc, j'ai agrandi cette fenêtre. Donc, disons que par exemple, on a, voilà, donc j'ai le fournisseur F15. Donc, il y a une facture, voilà, donc la facture avec la référence 1, 2, 3, 4, dans montant de 300 000. Donc, après avoir généré le report à nouveau, je me suis rendu compte que le montant de la facture, c'est pas 300 000, disons 350 000. Donc, au lieu de tout délettrer ou bien tout supprimer, j'ai la possibilité de venir directement sur 2019, d'aller sur structure planchère. Donc, c'était le fournisseur F15. Voilà, donc je clique sur gérer pour retrouver l'écriture. Voilà, j'ai l'écriture qui est là. Donc, je double-clique pour accéder au journal. Et là, je fais la modification de la ligne d'écriture. Donc, au lieu de 300 000, j'ai 350 000. Voilà, et là, je vais faire. Voilà. Venir sur traitement, fin d'exercice, nouvel exercice, comme pour créer un nouvel exercice. Et là, je clique sur générer les reports, donc pour faire suivant. Voilà. Et là, donc, je n'ai pas besoin des reports IFRS. Là, j'ai la possibilité de sélectionner juste le compte. Donc, si j'ai plusieurs lignes d'écriture. Donc, pour mon cas, les écritures ne sont pas assez importantes, je peux prendre l'ensemble des comptes. Donc, je fais suivant, mes reports à nouveau, suivant, suivant, voilà, donc le même libellé. Donc là, j'ai un utilisateur qui est connecté dans la gestion commerciale. Donc là, je vais connecter cet utilisateur-là et je reviens. Et je reprends le traitement. Donc c'était traitement, fin d'exercice, nouvel exercice, générer les reports, suivant. Voilà, donc suivant. Donc pour le reste, c'est suivant, suivant. Voilà. Voilà. Et je fais fin. Là, je laisse le système faire les modifications lui-même. Voilà. En attendant que le système fasse la modification, voilà, et renseigner le résultat. Voilà. Ce qui est important ici, Bintou, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller délettrer les écritures qui ont été lettrées, de supprimer le journal de report à nouveau pour refaire le report à nouveau. Exactement. Okay. Donc, directement, là, voilà, je suis l'exercice 2020. On va aller vérifier notre journal de saisie. Voilà, on va revenir sur notre journal report à nouveau. Et là, vous voyez, j'ai le fournisseur F15, donc, qui est là. Voilà, avec la facture qui a été modifiée du montant de 350 000, bien sûr, en gardant maintenant tout ce qui est lettrage qui a été effectué sur certains comptes et tout le détail après. Merci beaucoup, Fat Bintou. Donc, nous sommes effectivement à la fin de la présentation sur la comptabilité.